Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur PPACI TV dans votre émission Parlons-en. Dans 5 jours maximum, le Conseil constitutionnel livrera la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce soir, nous abordons un thème capital sur ce chemin. Le Conseil constitutionnel, garant de la légalité ou gardien de la pérennité du régime RHDP. Ce soir, pour nous éclairer, nous recevons Maître Habiba Touré, juriste, mais surtout avocate du président Laurent Gbagbo, un des 60 candidats enregistrés au Conseil constitutionnel. Maître, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger, je suis sur ce plateau avec Armand Boui, journaliste. Armand, bonsoir. Bonsoir César. Merci de ton apport. C'est un plaisir pour moi. Ensemble, maître, nous allons traiter successivement les prérogatives du Conseil constitutionnel, le cas Laurent Gbagbo et les perspectives. Nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet sans transition aucune. Quelles sont les prérogatives du Conseil constitutionnel? Mais avant ça, nous allons écouter la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Nanaba Camara, qui prête ici serment. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. La présidente du Conseil constitutionnel déclare qu'elle va travailler en toute indépendance. Quelle est votre réaction quand vous entendez ça? Écoutez, je n'ai pas à préjuger de l'impartialité du Conseil constitutionnel. À notre niveau, j'estime qu'il revient d'analyser, de juger des actes et non d'avoir des préjugés. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sinon, en théorie, le Conseil constitutionnel est censé être le gardien de la Constitution. Donc s'assurer que tout ce qui est accompli est conforme à la Constitution. Et c'est en ce sens, l'institution du Conseil constitutionnel est une institution tellement importante qu'effectivement, qu'elle doit pouvoir avoir la confiance de tous les Ivoiriens. Encore faut-il agir en ce sens. Alors, nous allons donc essayer dans un premier temps de visiter un peu les prérogatives de ce Conseil constitutionnel. Et là-dessus, je donne la parole à Armand Boui. Armand, bonsoir. Bonsoir. Je pense que tu as beaucoup de questions à poser à Maître Habiba Touré sur les prérogatives du Conseil constitutionnel. Okay. On peut y aller. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, la première question, Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon précise et de façon générale, d'abord, les attributions, les compétences du Conseil constitutionnel et de façon particulière, les compétences et les attributions du Conseil constitutionnel en matière électorale? Très bien, merci. Alors, comme indiqué, le Conseil constitutionnel, je l'ai indiqué tout à l'heure, agit comme un gardien de la Constitution. Il doit s'assurer que toutes les lois prises, que tout ce qui est effectué dans l'État de Côte d'Ivoire est conforme à la Constitution. Donc, c'est pour ça que c'est un rôle extrêmement important, parce qu'il doit s'assurer de la constitutionnalité
des actes accomplis sur le territoire ivoirien. D'accord? Il a plus précisément le rôle de, effectivement, vous avez indiqué son rôle de juge électoral, parce que c'est lui qui, en dernier ressort, proclame les résultats définitifs d'une élection, de l'élection présidentielle en l'occurrence. Mais c'est également lui qui arrête et qui publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est un rôle effectivement extrêmement important dans le cadre d'une élection présidentielle. Alors, Maître, selon vos explications, on voit l'importance du Conseil constitutionnel. Est-ce que, du point de vue de la loi, dans le fond et dans la forme, le Conseil constitutionnel a les moyens d'être impartial? Parce que le Conseil constitutionnel, tout de même, le président est nommé par le président de la République. Je dirais ça, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Il est évident que l'on peut, on peut penser, on peut estimer que le président du Conseil constitutionnel étant nommé par le président de la République, en tout cas par le chef de l'État, le chef de l'État ne va pas nommer quelqu'un qui lui est hostile, par définition. Ceci étant, lorsqu'on est même nommé, lorsqu'on a une grande éthique et une grande conscience de la responsabilité que l'on représente, on doit nécessairement agir, non pas en fonction des intérêts d'un chef de l'État ou d'un parti, mais en fonction de la Constitution. Tant qu'on agit conformément à la Constitution, on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle décision, mais elle s'impose. C'est lorsqu'on donne le sentiment d'agir de façon partisane ou partiale qu'il peut y avoir un certain problème. Maître, sur la compétence du Conseil constitutionnel, on a le sentiment que le législateur a donné trop de pouvoir, parce que une personne qui est nommée par une autre, est-ce que cette personne, sans garantie au regard du droit, au regard du fonctionnement, par exemple, peut fonctionner de façon collégiale, sans garantie dans ce sens-là, est-ce que la personne peut être complètement impartiale? Alors, deux choses. Ce n'est pas le législateur qui a donné des pouvoirs au Conseil constitutionnel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Constitution est censée être l'émanation de la volonté du peuple. Et ce n'est pas pour rien que la Constitution est votée par référendum. C'est le peuple qui dit oui ou non, qui accepte ou non, qui valide ou non un projet constitutionnel qui devient sa constitution, qui devient sa loi fondamentale. Encore une fois, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des préférences, nous avons tous une pensée, nous avons tous des convictions. Ce n'est pas un problème en soi. Tant que cette idéologie, ou en tout cas ce que l'on peut penser à titre personnel, n'influe pas, n'impacte pas, ne contrevient pas à la Constitution. Donc, je ne ferai pas le procès au Conseil constitutionnel et à sa présidente parce que nommé par le chef de l'État actuel, de ne pas pouvoir se porter garant, gardien, protecteur et assurer le respect de la Constitution. Je ne peux pas préjuger, d'accord? Et puis, nous avons ici en Côte d'Ivoire des éminents juristes, très bien formés, donc ce n'est pas une question de formation, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'éthique. C'est une question de conscience, je dirais. Personnelle, mais aussi vis-à-vis de responsabilité vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire que les décisions sont prises. Merci. Et non pour le compte ou au nom d'un chef d'État. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, aujourd'hui, la grande responsabilité qui repose sur le Conseil constitutionnel sera de savoir si ils vont rendre des arrêts conformes à la Constitution ou des services. C'est la question qui se posera à eux et à laquelle ils devront répondre. Maître, nous allons passer à plus profond. Pour ce qui nous réunit ce soir, c'est la candidature du président Laurent Gbagbo déposée au Conseil constitutionnel. Pour y arriver, nous allons visionner la vidéo qui montre
le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo à la CEI. Ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous. Parce que c'est ce jour que nous avons choisi pour déposer la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous souhaitons beaucoup de courage, nous souhaitons une bonne chance pour qu'il puisse gagner les élections le 25 octobre 2025. Je vous remercie. Maître, quand vous avez vu le président exécutif du PPACI déposer la candidature et parler ainsi, quel est le sentiment que vous avez eu, vous, personnellement, avocate du président Laurent Gbagbo? D'un devoir accompli, puisque c'était une charge quand même importante qui était confiée au comité national de collecte des parrainages que le président a bien voulu désigner. Donc le fait d'avoir pu mener cette mission à bien et donc de déposer le dossier de candidature, c'était, il y avait forcément une certaine fierté, un soulagement, et puis ça nous permettait de débuter une seconde étape dans ce processus électoral. Clairement, est-ce que vous dites encore ce soir que le président Gbagbo a réuni effectivement les parrainages dans les 17 régions? Je pense que ça, c'était, le dépôt a été public. On a quand même, le président a réuni quand même le parrainage de 27 régions. Donc ça fait quand même un certain nombre de parrainages de déposés, ce qui n'est pas rien. Donc oui, l'intégralité des pièces demandées a été déposée, ainsi que la condition, en tout cas ce qui nous était demandé par la CEI, à savoir de réunir 1% de l'électorat dans chacune des régions, dans au moins 17 régions, et nous avons été jusqu'à 27 régions. Donc oui, c'est un franc succès. Maître, on a pensé que l'occasion du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo allait être une occasion de fête, de mobilisation, que non, on est parti un peu incognito. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Premièrement, je pense que le dépôt d'un dossier de candidature est un acte banal. C'est un acte banal. On a déposé le dossier. C'est vrai que ça nécessitait beaucoup de travail, parce que ce qui était demandé était quand même énorme en termes de quantité de travail, mais c'est un acte banal. Et puis, le président n'est pas dans la logique de mettre la charrue avant les bœufs. La bataille n'est pas terminée. On ne fait pas la fête alors en plein milieu du match. Vous voyez, on attend de le gagner. C'est quand même mieux. Donc non, je veux dire, c'était une étape qu'on devait franchir, qu'on a franchie. Il y a d'autres étapes qui sont devant nous, mais le président ne voulait pas donner, voulait donner l'importance que ça devait avoir, à savoir un acte banal, un acte administratif qui devait être accompli, que nous avons accompli. Et seulement, il tenait, et j'en profite pour le dire devant vous, à féliciter et à remercier tous les collecteurs régionaux qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied en vue de réunir le parrainage requis. Et ça a été fait. Alors, 27 régions ont donné leur aval à la candidature du président Laurent Gbagbo. La candidature est déposée, mais le président n'a toujours pas son nom sur la liste électorale. Quel est le problème, maître? Mais je dirais, vous me dites quel est le problème, et je vous repose la question, quel est le problème? En quoi ça impacte aujourd'hui la candidature du président d'être sur une liste électorale? En quoi? Où est-ce que vous avez vu dans la Constitution qu'il fallait être sur une liste électorale pour être candidat? Non, il n'y a pas de problème. Oui. Le fait qu'il ne soit pas sur une liste électorale, je dirais qu'aujourd'hui, ça devient le problème de l'État de Côte d'Ivoire. Que dit la Constitution dans ce domaine-là exactement? Pour être candidat, il faut quoi? Les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 55 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien, il faut être âgé d'au moins 35 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques, et il faut être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Voilà, ce sont les seules conditions fixées par l'article 55. Et l'intégralité de ces conditions est remplie par le président Laurent Gbagbo. Donc quel est le problème? Non, maître, ce que nous voulons savoir, c'est déjà pourquoi le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste. C'est ça. À partir de quel motif? Quel est le problème?
pour que le président Laurent Gbagbo soit déjà radié de la liste? Le président Laurent Gbagbo, votre question est plus qu'intéressante, mais elle nous amène vraiment à remonter un peu, et je ne veux pas être trop Nous longue. avons le temps pour ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le président Laurent Gbagbo, vous savez, il a été détenu pratiquement 10 ans, un peu moins de 10 ans à la CPI, mais il a été maintenu en dehors, contraint d'être en dehors du pays pendant pratiquement 10 ans. Bon, alors ce qui se passe, c'est que lorsque les autorités ivoiriennes l'ont transféré, parce que ce sont les autorités ivoiriennes qui l'ont remis à la CPI, elles devaient penser à ce moment-là que c'était un voyage sans retour. Le président, elles ont certainement elles ont dû penser cela, vraiment très fort. Sauf que le procès, en se déroulant progressivement devant la CPI, a démontré vraiment la vacuité du dossier de l'accusation. Bon. Donc, à un moment donné, tout le monde voyait qu'on s'orientait vers un acquittement. Et comme par hasard, on a entendu via les médias que le président Laurent Gbagbo aurait été condamné pour un prétendu casse de la BCEAO. Bon. À la suite de cela, on apprend aussi, et ça c'était la veille de l'élection présidentielle de 2020, comme par hasard, qu'il est radié de la liste électorale, et cela étant la conséquence de la condamnation pour le prétendu braquage de la BCEAO. Maître, pour ne pas aller trop vite en besogne, le président Gbagbo est à la CPI et il apprend qu'il est condamné ici. Par voie de presse. Par voie de presse. Oui. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas signifié qu'il y a un procès ici contre lui. On l'a même pas on ne l'a pas convoqué. En matière pénale, on ne cesse de le répéter, en matière pénale, les faits sont tellement, on estime les faits d'une telle gravité, de manière générale, puisque vous savez qu'en matière pénale, potentiellement, la condamnation pourrait aller jusqu'à l'emprisonnement. D'accord ? Donc, on estime ces faits suffisamment graves pour exiger que la personne poursuivie soit jugée en sa présence. Donc, il est obligatoire d'être présent à son procès en matière pénale. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas juste envoyer votre avocat en disant « Non, non, moi, j'y vais pas, mon avocat va me représenter ». Ce n'est pas autorisé. L'avocat peut vous assister, c'est-à-dire il est à vos côtés, mais il ne peut pas vous représenter, c'est-à-dire il ne peut pas être là en votre absence. D'accord ? Bon. Et comme on l'indiquait tantôt, c'est-à-dire ce sont les autorités ivoiriennes qui ont quand même remis le président Laurent Gbagbo au greffier de la CPI. Donc ils savent où il est. Ils ont signé, avant de ratifier le statut de Rome, ils avaient signé un accord de coopération pour faciliter la coopération judiciaire entre la CPI et la Côte d'Ivoire. Et puis par la suite, ils ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire renforcer la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la CPI. Donc quand l'État de Côte d'Ivoire veut poursuivre le président Laurent Gbagbo, et elle sait très bien où est-ce qu'il est, parce qu'il n'est pas en fuite, mais il suffit, par les voies diplomatiques, de transmettre la convocation de manière à ce que le greffier de la CPI la remette au président Laurent Gbagbo. Ce n'était pas compliqué, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils savent qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne lui remettent aucune convocation, ils le jugent dans son dos, et puis ils proclament sa condamnation via les médias. C'était un peu trop gros. Sur quoi un magistrat peut-il donc se baser pour juger au pénal un accusé qui est absent? Ça, je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais vous êtes avocat. Oui, d'accord, mais moi je dis c'est à ceux qui l'ont jugé qu'il faut poser la question, parce que, en toute honnêteté, on sait tous qu'en matière pénale, il faut être présent. On ne peut pas vous juger en votre absence. On ne peut vous juger à votre absence que si, dûment convoqué, malgré votre convocation, vous décidez de ne pas venir. Et là, effectivement, vous êtes jugé par défaut. Parce qu'on vous a convoqué et vous n'êtes pas venu. Mais là, en l'occurrence, aucune convocation n'a été remise au président Laurent Gbagbo. Et les autorités ivoiriennes savaient très bien où il se trouvait. D'accord. Est-ce que, par extraordinaire, est-ce qu'il n'y a pas une petite exception qui permet cette procédure-là? Non. Je vous dis que... Est-ce que la loi ne permet pas ça? Non, je vous dis, la seule exception, c'est lorsque dûment convoqué, vous ne venez pas. Parce qu'effectivement, des petits malins peuvent dire, bon, ben, moi je sais que je ne peux pas être jugé en mon absence, donc qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas. J'ai reçu ma convocation, mais je ne viens pas, et puis je bloque la procédure. Ah ben non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il revient au magistrat, il revient au tribunal de s'assurer
que la convocation vous a bien été remise et que, nonobstant la remise de cette convocation, vous avez décidé par devers vous de ne pas venir. D'accord? À ce moment-là, vous êtes jugé par défaut. Mais on ne peut pas, je veux dire, c'est trop facile sinon. Je sais que César Etou habite à Abidjan, mais je vais délivrer la citation à comparaître à Yamoussoukro. Mais c'est sûr que je vais pas c'est sûr qu'il ne va pas avoir la convocation. Et après, je le juge dans son dos, je le condamne. Mais c'est trop facile. Voilà, enfin, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut juste être sérieux. Et il est évident que cette procédure a été faite, mais en violation des règles les plus élémentaires de la procédure. Mais j'irai même plus loin, parce que ce qu'on n'évoque pas, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que le président Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça. Ce n'est pas un justiciable ordinaire. Ce n'est pas un justiciable ordinaire. Et la Constitution indique clairement qu'un président de la République, lorsqu'il agit, bénéficie d'une certaine immunité. Donc, le seul cas où il peut être poursuivi, c'est dans les cas de haute trahison. Et il ne peut être poursuivi que devant la haute cour de justice et pas devant un tribunal ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous voulez considérer que ce n'est plus un président, mais que c'est un ancien président de la République, il relève encore pour être jugé de la haute cour de justice et vous devez encore saisir l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de le poursuivre. Ce qui paraît logique, parce qu'on parle quand même du premier représentant de l'État de Côte d'Ivoire. On parle quand même du chef de l'État qui a accompli un certain nombre d'actions au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas le juger comme ça. Il y a des procédures à suivre pour pouvoir le juger. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il y a des procédures à respecter pour pouvoir juger un président de la République ou un ancien président de la République. Maître, tout cela n'a pas été fait. Est-ce que le tribunal qui a été constitué pour juger du président Laurent Gbagbo savait que cette disposition devait être respectée? Mais comme je vous le disais, je ne peux remettre en question la formation et les compétences de nos magistrats. Ils savaient nécessairement, ils savaient forcément ce qu'ils étaient en train de faire. Maître, tout ça n'a pas été fait. Toutes les procédures ont été manquées. Mais est-ce qu'au moins, il y a une trace qui prouve que le président Laurent Gbagbo, quelque part, incognito, a été jugé et condamné? Mais est-ce qu'il y a est-ce que la décision lui a été signifiée? Non, la décision, jusqu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne l'a pas reçue. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas reçue. C'est pas vrai. Donc, non, il ne l'a pas reçue jusqu'aujourd'hui. Mais il n'a pas reçu la convocation. Ils n'ont pas pris la peine de lui ça adresser la on convocation. sait, mais au moins la décision. Au moins la décision. Ils ne l'ont pas adressée, mais regardez un peu. Et puis ils sont pas totalement. Je ne vais pas insulter les gens, mais enfin, comment ils allaient expliquer qu'ils ne vous remettent pas la convocation, mais qu'ils trouvent le moyen de vous remettre la décision? Comment ils allaient expliquer ça? Vous comprenez? Je pense que de leur côté, c'était un peu gros. Je dis que je ne sais pas où tu es, mais pour te remettre maintenant la décision, je sais où tu es. C'était un peu gros. Donc, je pense qu'ils sont restés quelque part logiques avec eux-mêmes en ne remettant pas au président le jugement qui prétendument l'aurait condamné. Bon, est-ce que c'est légal de juger comme ça un justiciable, de ne pas lui signifier la décision et d'appliquer les conséquences de cette décision à la personne? Est-ce que c'est légal? Mais c'est ce que il y a une disposition légale depuis le début, rien n'a été fait conformément à la loi. Rien. La convocation n'a pas été remise. La procédure, même suivie, est irrégulière, puisque je rappelle qu'on parle d'un président de la République jugé pour des actes accomplis alors qu'il était président de la République. Jugé pour des actes accomplis alors qu'il était président de la République. D'accord? Donc ce n'est pas une procédure ordinaire qu'on est censé mettre en œuvre vis-à-vis d'un président de la République. Mais cette procédure n'a pas été respectée. Il a été condamné, il l'apprend par voie de presse, rien ne lui est signifié, rien dans ce qui a été fait n'a été fait de façon régulière et conformément aux dispositions de la Constitution et des différentes lois qui devaient s'appliquer. Maître, comment le président Laurent Gbagbo apprend que son nom n'est plus sur la liste électorale? Il a été radié de la liste. Pareil, par voie de presse, c'est-à-dire c'est par les médias qu'il apprend que son nom a été radié de la liste électorale. Ça n'a pas été notifié? Non, mais la CEIP, en revanche, ne notifie pas la radiation.
C'est-à-dire, c'est que lorsqu'elle actualise la liste électorale, les gens constatent s'ils y sont encore ou s'ils n'y sont plus. Et c'est à ce moment-là que, via les médias, le président a appris qu'il avait été radié de la liste électorale. Alors, parlons clair. Peut-être que toutes ces forfaitures dans la procédure, dans la constitution du tribunal qui doit juger, ont pu être peut-être autorisées par la gravité de la faute. On nous dit que c'était pour le braquage de la BCEAO. Est-ce que pour un tel délit, on peut s'autoriser à faire autant de forfaitures pour juger un justiciable? Déjà, je rejette la qualification de braquage de la BCEAO. Prétendu braquage. Prétendu braquage de la BCEAO. Déjà. Et je dirais que quelle que soit la gravité de l'acte reproché à un individu ou à une personnalité, dans un état de droit, on respecte la procédure. Quelle que soit la gravité de l'acte que l'on ait à reprocher, on respecte la procédure. Mais qu'est-ce qui est reproché au président Laurent Gbagbo? Il est reproché au président Laurent Gbagbo, après l'élection d'octobre et de novembre 2010, il lui est reproché, alors qu'on essayait d'étouffer, d'asphyxier économiquement, financièrement la Côte d'Ivoire, d'avoir pris des décrets réquisitionnant des agences et la banque et des banques pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à leur compte bancaire. Pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à leur compte bancaire. Pour permettre aux fonctionnaires de toucher leur salaire. Tous les membres du Conseil constitutionnel actuel qui vont se prononcer ont touché à ce moment-là leur salaire grâce à qui? Grâce au président Laurent Gbagbo et grâce au décret qu'il a pris. Si on doit pousser, supposons que dans l'esprit tordu du pouvoir, qui estime qu'il s'agit d'un braquage, et donc d'un vol en droit, d'accord? Mais si le président Laurent Gbagbo et ses ministres étaient des braqueurs, entre guillemets, ça fait de tous les magistrats, et également des magistrats l'ayant jugé des receleurs, puisqu'ils ont touché leur salaire versé par l'État de Côte d'Ivoire, dirigé à l'époque par le président Laurent Gbagbo. Soyons logiques. Donc, je rejette la qualification, mais infamante, de braquage de la BCEAO. Il n'y a pas eu de braquage de la BCEAO. Il y a eu une responsabilité, c'est-à-dire c'est par responsabilité que le président Laurent Gbagbo a mis tout en œuvre pour permettre aux Ivoiriens, mais d'avoir accès à leur compte bancaire. On nous apprend même que la BCEAO aurait déclaré, et par écrit, noir sur blanc, qu'elle n'a jamais été braquée. Non, elle a dit non, mais elle ne s'est pas constituée partie civile. Elle estime ne pas avoir subi de préjudice. C'est vous dire le caractère complètement absurde de cette procédure. Maître, en voyant tout cela, comment le président Laurent Gbagbo réagit? Quels sont les recours que vous avez? Est-ce qu'il y a eu des recours? Non, le président Quelque chose protège un tel citoyen qui subit de telles injustices. Mais est-ce qu'il en est à sa première On vous injustice? interroge parce que le jour que cela nous arrive, il va falloir qu'on sache ce qu'il faut faire. Parce que ce qui est arrivé à un ancien président peut arriver à n'importe quel citoyen. Tu n'as pas volé, de tu as volé. façon précise. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors déjà, le président Laurent Gbagbo, et c'est vrai, mais il n'en est pas à sa première injustice. Il n'est pas à sa première injustice. Voyez, on a affaire quand même à un homme qui a été vraiment traîné dans la boue, qui a été humilié, insulté, vilipendé, calomnié, qui a été extradé loin de son pays pendant près d'une dizaine d'années, à qui on a volé clairement 10 ans de sa vie. 10 ans. Et on ne lui a même pas demandé pardon. On ne lui a même pas demandé pardon. Comme si 10 ans, ce n'était rien. Voilà de quel homme on parle. Les injustices donc, ne débutent pas avec cette procédure infamante. Elles ont débuté bien avant. Mais le président Laurent Gbagbo ne pleure pas sur son sort. Au-delà de tout, ce qu'il estime, c'est que ce qui est important, au-delà de son cas personnel, c'est de se battre pour un état de droit. Et donc de défendre des principes au-delà de sa personne. C'est de rester à se battre, de continuer le combat pour un état de droit.